Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 23 octobre 2025, c'est notre bulletin numéro 261 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, canal Telegram payant. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire géopolitique Profonde, le magazine, avec un numéro très intéressant ce mois-ci, avec notamment Laurent Ozon qui vient de sortir son livre, donc n'hésitez pas. J'ai été très occupé à la fin de la semaine dernière parce que c'était les 20 ans de RT. Je peux vous dire que l'atmosphère était assez incroyable. On voit vraiment que Margarita Simonian, qui d'ailleurs la malheureuse vient de démarrer sa chimiothérapie quelques semaines après avoir perdu son mari, a réussi à faire de ce projet qui était, d'après ce qu'elle en a dit elle-même, à l'origine, elle essayait juste de faire en sorte que ça marche le mieux possible. Et finalement, c'est une véritable machine de guerre. D'ailleurs, Vladimir Poutine a appelé RT son arme de contre-propagande intercontinentale. En gros, c'est les mots qu'il a utilisés. Donc voilà, une atmosphère assez extraordinaire auquel j'ai eu l'honneur d'assister. Et puis en plus, il y avait des représentants des figures de RT en France, notre correspondante Nadège, et puis l'excellent Alexis Poulain et l'excellent Didier Maisto. Voilà, le Bolchoï Théâtre a été décoré aux lumières de RT en français. Ce qui m'a plu cette semaine, c'est une petite vidéo de Georges Kuzmanovic, sa chaîne Fréquence Populaire, puisque Georges Kuzmanovic était, figurez-vous, de passage à Moscou, et il a dû aller aux urgences pour une opération aux urgences russes, et donc il en a fait un compte-rendu de ce qu'il a vu, et c'était extrêmement intéressant. Alors la vidéo est un peu longue, elle dure 45 minutes, j'espère que Fréquence Populaire va la condenser avec les meilleurs moments, parce que la comparaison qu'il fait avec le système français qu'il a connu à cause de son père, de sa fille aussi, qui ont des petits problèmes ces derniers temps, il le compare par rapport à ce qu'il a vu, avec des effectifs qui fonctionnent suffisamment, et surtout, lui, il leur a parlé vis-à-vis de ses médecins, vis-à-vis de ses infirmières, il leur a parlé du modèle français, et d'ailleurs, il a noté que les Russes ouvraient des yeux comme ça lorsqu'on leur disait qu'un tiers de l'effectif du personnel de santé, ce sont des administratifs, voilà, alors que chez eux, on se situe plutôt autour de 5%. Donc ça souligne évidemment l'échec du bureaucratisme républicain, et c'est quelque chose qu'on observe partout. Les professeurs en France sont mal payés, ils ne sont pas assez nombreux, et il y a toute une pléthore de gens qui ne servent absolument rien au sein du ministère de l'Éducation nationale. Enfin, dit l'éducation nationale, si déjà ils pouvaient apprendre à lire, écrire et compter, on serait combien? On serait content. Voilà, l'instruction publique me paraît un terme plus adapté. Et puis, c'est aussi un constat que j'avais fait lorsque j'ai été directeur d'une usine sur la Volga pour un grand groupe français qui venait de racheter cette usine. Et donc, on avait des missionnaires qui venaient pour moderniser l'usine, pour moderniser son fonctionnement. Et là aussi, pour un ouvrier, on avait 3 administratifs ou 2 administratifs, je me souviens plus exactement, mais c'était effarant en fait. Et c'est finalement une des caractéristiques du socialisme, c'est d'avoir plus d'inactifs et d'improductifs que d'actifs. Ça vaut au niveau global de l'économie française, mais ça vaut au sein des services publics, ça vaut au sein des entreprises. Voilà, en tout cas, témoignage très intéressant de Georges Kuzmanovic. D'ailleurs, sa fréquence populaire, là, son canal, je vous le recommande. Notamment, il y a régulièrement de très bonnes interviews d'Emmanuel Todd. Et puis merci à Thibaut qui nous suit sur Stratpol et qui m'a recommandé une vidéo d'un compte YouTube, alors c'est en anglais, j'en suis désolé, qui s'appelle Monnaie et Macro et qui fait une analyse sur la situation réelle de l'économie russe. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo sponsorisée par The Economist, donc c'est le MI6, c'est un des ferments de la politique anglaise anti-russe. Et bien pour autant, en fait, il fait une analyse assez lucide de l'état de l'économie russe, de cette fameuse ou soi-disant économie de guerre, et puis des différentes phases par lesquelles elle est passée depuis 2022, en remontant également à la période qui a juste précédé l'opération militaire spéciale. Voilà, donc ça explique, ça donne des points de compréhension qui montrent que la Russie peut encore tenir très longtemps. Et d'ailleurs, il y a quelques tableaux qui montrent que finalement l'économie russe est dans bien meilleur état que la plupart des économies occidentales. Il revient également sur l'action de Madame Nablounina, qui est la directrice de la Banque centrale. J'en parle souvent de cette dame qui à un certain moment a eu une action bénéfique pour stabiliser la monnaie russe. C'est le cas en 2022. D'ailleurs, il en parle et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. En fait, ce que je reproche à Madame Nablounina, c'est de maintenir des taux d'intérêt trop élevés, trop longtemps, et ce qui fait que c'est la véritable faiblesse de l'économie russe aujourd'hui. C'est pas les sanctions
qui lui sont mises, mais c'est plutôt la manière dont travaille la Banque centrale. Ce que je regrette aussi, c'est que finalement, comme avec Alain Bauer, il semble que Madame Nabiulina soit la seule personne qui soit connue des spécialistes ou des faux spécialistes comme Alain Bauer occidentaux. En fait, il y a un autre homme qui a participé au sauvetage de l'économie russe en 2022, c'est Maxime Oreshkin, c'est un conseiller de Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui a pris du grade encore en 2024, et c'est lui, en fait, qui a trouvé l'idée géniale de forcer les pays européens enfin, en tout cas, les pays hostiles, à acheter leur gaz, leur hydrocarbures à la Russie en roubles. Voilà. Donc il y a eu un travail d'équipe. Madame Nabiulina, bon, bah, elle a fait ce qu'elle sait faire, quoi. Hein, mais en revanche, tout autour, il y a toute une équipe économique, et contrairement d'ailleurs à ce qu'on entend souvent raconter, notamment par Alain Bauer, notamment sur LCI, BFM, etc., Vladimir Poutine s'intéresse énormément aux questions économiques. Et d'ailleurs, encore une fois, si on met de côté la victoire dans la deuxième guerre de Tchétchénie, en fait, là où l'action de Vladimir Poutine dans les premières années est la plus impressionnante, ce sont les réformes économiques, réformes que l'on devrait adopter en France si on voulait s'en sortir. Voilà, refaire de la France une économie de marché, ce qu'elle n'est plus, en gros, depuis 1981. Et comme ça, sans transition, on va parler de l'économie. Et avant tout, venez investir en Russie. On s'occupe de tout, ouverture de compte, investissement. Voilà, allez voir en description de ces vidéos. On a des tas de choses à vous proposer. Encore des sanctions contre la Russie. Alors tout d'abord, revenons sur les sanctions américaines qui frappent les deux grosses sociétés, c'est pas les seules, mais de production de pétrole russe. Rosneft, qui est une société d'État, et Lukoil, qui est une société privée, donc qui vise en fait à, on va dire, ralentir, gêner leur activité. Quand on voit la réaction sur les marchés, donc les deux compagnies ont perdu 5%, et puis là sont en train de remonter doucement. En revanche, ça a fait augmenter le prix du pétrole, évidemment, hein, comme je l'ai dit, la Russie, comme l'a rappelé récemment Vladimir Poutine, c'est 10% de la demande mondiale de pétrole, c'est le deuxième exportateur derrière l'Arabie Saoudite, donc on ne peut pas s'en passer. Donc toute attaque sur le pétrole russe a des conséquences au niveau macroéconomique, au niveau global, y compris ça en aura sur le coût du carburant, bien sûr en Europe, mais également aux États-Unis. Et c'est pour ça d'ailleurs que Joe Biden n'avait pas voulu prendre ce genre de sanctions. Visiblement, Trump a dû céder à la fois à la pression, je pense, de la City, hein, puisque des mesures équivalentes avaient été prises par l'Angleterre il y a quelques jours, et puis Scott Bessent, qui est le plus mauvais secrétaire au Trésor américain depuis très longtemps, et qui, lui, est artisan des sanctions contre la Chine, contre l'Inde, contre la Russie, contre tout le monde. Voilà, donc visiblement ici, des commentaires que j'ai entendus, les gens prennent avec ça, avec plutôt de philosophie, parce que de toute manière, les raffineries indiennes, chinoises, ont appris à travailler sous ces sanctions. Et visiblement, ni l'Inde ni la Chine n'ont envie de plier. De toute manière, ils ne peuvent pas se passer, encore une fois, du pétrole russe. Il n'y a pas d'alternative. Donc, des sanctions plutôt symboliques qu'autre chose. Alors, on parle de sanctions symboliques, alors c'est encore plus ridicule du côté du 19e paquet de sanctions de l'Union européenne. Cette fois, c'est la bonne. Non, je plaisante, c'est même quand on lit ces sanctions, alors il y a des jouets qui sont touchés. Il y a également des banques, y compris des banques au sein de la CEI, banques biélorusses, banques en Asie centrale, des banques chinoises aussi. Ça, à mon avis, la réponse chinoise va encore faire mal. Et puis, il y a un engagement d'arrêter d'acheter du gaz à la Russie. Donc, il y a deux types de contrats. Il y a les contrats à long terme. Donc, eux doivent être arrêtés fin 2028. Et les contrats à court terme, donc ça doit être arrêté à la mi-2026, si par hasard il n'y a pas de crise énergétique. Hein, parce que quand même, faut pas exagérer. À mon avis, une crise énergétique, il va y en avoir une magistrale, d'autant plus qu'on annonce un hiver particulièrement froid. Alors, ça reste à confirmer. C'est les pronostic de Gazprom, mais aussi l'Ukraine va avoir un énorme besoin de gaz, on en a souvent dit. En plus, les Russes ont décidé de ne pas arrêter et continuent à détruire non seulement le réseau gazier, mais également la production elle-même de gaz, les quelques sources de gaz, hein, à peu près 30% de la consommation, 35% avant l'opération militaire spéciale, et donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, une fois de plus, un 19e paquet de sanctions pour rien. Ce qu'on attend, alors je ne suis pas au courant, ça n'a pas encore été dit, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, hein, il est 17h20 heure de Moscou. Si vraiment
les leaders européens vont décider de voler les avoirs russes, c'est-à-dire en gageant un prêt à l'Ukraine sur ces avoirs. On sait que la Belgique y va à reculons. Il y a eu des articles dans la presse américaine, qui ont été repris dans la presse européenne, qui disent que oui, si, ça pourrait arriver. Ils se sont mis d'accord, je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas affaire à un acteur rationnel, donc c'est possible. Ce qui est clair, c'est que le Premier ministre belge a fait une déclaration, on aurait dit du Stratpol, dans lequel il explique le danger que ça pourrait être de voler ces actifs. Il explique que la Russie pourra se payer sur les actifs européens qui sont présents en Russie, d'autant plus que Washington a fait comprendre, y compris Scott Bessent, que pour l'instant, il n'en était pas question. Je ne pense pas qu'il soit suffisamment suicidaire pour le faire. En revanche, encore une fois, l'Union européenne n'est pas un acteur rationnel, Emmanuel Macron n'est pas un acteur rationnel, donc, et Friedrich Merz encore moins. Ils sont obsédés soit par l'idéologie, soit par le fait qu'ils ont été mis en place pour obéir aux ordres de l'État profond américain, de l'État profond anglais, puisque c'est de ça dont on parle. Donc ça pourrait très très mal finir. Donc c'est ce que dit le Premier ministre belge. Et voilà, il s'appelle Bart, non pas Bart Simpson, mais Bart de Wever, et il est assez lucide et il fait du Stratpol dans le texte. Exactement tout ce que je vous ai expliqué depuis qu'on parle du vol possible des avoirs russes. Et même si la décision est prise aujourd'hui ou demain de voler ces avoirs, après il va falloir comprendre comment est-ce que va s'appliquer, parce que pour l'instant ces avoirs sont détenus par Euroclear, hein. Ils sont d'ailleurs ces avoirs, ces obligations sont arrivées à terme, donc les dividendes ont été volés, ça aussi les Russes, on l'a expliqué, le récupéreront d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui donc c'est l'argent que les Russes ont payé pour acheter ces obligations, c'est chez Euroclear, et c'est pas une malle avec des lingots d'or. Donc quoi qu'il arrive, la monnaie, il va falloir l'émettre. Et donc à ce moment-là, on va se tourner vers les États qui ont émis ces obligations, comme la France, comme l'Allemagne, et la question c'est qui va payer. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? C'est pas parce que c'est détenu par Euroclear, c'est pas parce que l'Union européenne a vraiment envie de le faire que c'est possible. Mais la question qu'il y a derrière, c'est que, étant donné, on avait montré le tableau la semaine dernière, du Kiel Institute, qui a plus d'argent à donner à l'Ukraine, que plus personne n'a d'argent, c'est le seul moyen pour l'instant de continuer la guerre. Donc s'ils ne se résolvent pas à prendre cette décision, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine. Ça veut dire que la guerre est terminée. Donc c'est quand même il va falloir trouver une solution. Bon, je pense que, je ne sais pas encore laquelle, soit ils vont faire cette opération-là, soit ils vont, en cachant aux populations allemandes, françaises, que finalement à la fin c'est Nicolas, Helmut et Giuseppe qui vont payer, soit ils devront trouver une autre solution, mais on peut faire confiance à ces bellicistes pour qu'ils la trouvent. Lors de ce fameux sommet sur l'énergie, où Vladimir Poutine a pris la parole, il a aussi donné d'autres chiffres intéressants, notamment que la Russie détient 90% du marché de la construction de centrales nucléaires. Donc ça, c'est Rosatom. Rappelons que Rosatom, en plus, a une compagnie commune avec Framatome, français, pour produire du carburant nucléaire, et qu'ils en produisent également 25% du carburant nucléaire, de l'uranium enrichi, des centrales américaines viennent de Russie. Et là, c'est amusant, mais il n'y a pas de sanctions contre Rosatom. Vladimir Poutine a également donné les chiffres de la production du pétrole cette année. Donc on est à 510 millions de tonnes, c'est-à-dire 1% de moins que l'année dernière, et ce qui s'explique par les obligations vis-à-vis de l'OPEP+, puisque il y a une réduction de la production en raison de la baisse des cours. Donc comme on le voit, la production de pétrole, je ne dis pas le raffinage, n'est pas du tout impacté par la guerre contre l'OTAN. Vladimir Poutine a également abordé la question du gaz. Donc il a expliqué que de toute manière, la consommation de gaz en Europe est en train de s'effondrer. Elle n'avait pas réatteint le niveau de 2019, donc avant le Covid. Et c'est dû notamment à la désindustrialisation de l'Europe. On sait d'ailleurs que Volkswagen a des problèmes, alors différents problèmes, il n'y a pas que l'énergie, mais il y a également la microélectronique venant de Chine. L'Europe est en train de se désindustrialiser, et désormais les Russes se tournent vers d'autres marchés qui, eux, suivent le mouvement exactement inverse, c'est-à-dire l'Asie. Rappelons, c'est ce qu'avait dit le directeur de Total, Pouyanné, que si jamais le gaz qui est produit en partie par Novatek et par Total dans le nord de l'Arctique, si l'Europe n'en voulait plus, il trouverait d'autres acheteurs ailleurs. Donc là aussi, visiblement, Vladimir Poutine n'est pas inquiet, et il a raison de ne pas l'être.
Politico-diplomatique maintenant, et ça a été la mauvaise surprise pour Volodymyr Zelensky le vendredi dernier, lorsqu'il est allé voir Donald Trump. Bon, non seulement il n'a pas été accueilli à la descente de l'avion, mais en plus, Donald Trump a annoncé qu'il ne livrerait pas de Tomahawk. Il l'a encore confirmé aujourd'hui en disant que c'était un système trop compliqué et qu'il faudrait trop de temps pour former les militaires ukrainiens. Enfin bref, il a trouvé une excuse qui ne nous a pas surpris puisque nous-mêmes nous l'avions dit, c'est techniquement quasiment impossible puisqu'il faut un système terrestre. Et puis, de toute manière, ce serait, dans la mesure où c'est un missile qui peut emporter du nucléaire, ce serait extrêmement dangereux. Ce serait évidemment une étape qui aggraverait la relation entre les États-Unis et la Russie. Donc Trump a dit non à ça. En revanche, il a évidemment donné des sanctions, mais comme on l'a vu, ces sanctions finalement ne vont pas faire grand-chose contre la Russie. Les sanctions qui ont été prises ici, encore une fois, je l'ai dit, ont été accueillies avec plutôt sérénité, déjà parce que c'est pas grand-chose, et puis ensuite les Russes sont habitués à Donald Trump et donc évitent de réagir sans arrêt dans un sens ou dans l'autre, à part Dmitry Medvedev qui a dit que de toute manière, il fallait pas se faire d'illusions. Là, les États-Unis faisaient partie de la coalition qui faisait la guerre contre la Russie en Ukraine. Alors, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que les choses ont évolué. Pourquoi ? Parce que malgré tout, en prenant ces sanctions, même s'il n'y a pas de livraison des Tomahawk, Donald Trump s'est mis dans le clan des perdants, dans le club des perdants. Voilà. Donc il aurait pu, à la limite encore, éviter de l'être, d'expliquer que c'était la guerre de Biden. Là, en prenant des sanctions pour essayer de faire plier la Russie, c'est-à-dire d'appliquer cette trêve sur la ligne de front. Pourquoi on ne sait pas faire ? Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie. Si, c'est pour qu'en fait, on le sait, c'est pour que le régime de Kiev puisse se réarmer. Évidemment que la Russie n'en veut pas, surtout qu'elle domine sur toutes les phases du champ de bataille, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, en faisant ça, Donald Trump s'est mis définitivement du côté des perdants, même si je pense que toutes les négociations discrètes, voire secrètes, entre Washington et Moscou vont continuer. Du côté russe, de toute manière, en réalité, tout le monde est satisfait. Tout le monde a envie d'aller jusqu'au bout de cette guerre, y compris d'aller jusqu'à Odessa, y compris de prendre Kharkov. Et désormais, ça a d'ailleurs été interprété comme ça par certains analystes comme Yuri Podolaka. Désormais, rien n'empêche la Russie d'y aller à fond. Et notamment, je pense que ça va se voir par les frappes dans la profondeur. Il y a aussi une autre raison qui a joué sur l'annulation de cette rencontre, c'est qu'elle a été annoncée par Donald Trump à Budapest. Alors sans doute il a fait ça pour faire plaisir à son ami Viktor Orban, mais tout le monde s'est interrogé, mais par où va passer l'avion du président russe ? C'est très compliqué, il vaut mieux le faire à Istanbul ou je ne sais pas où, dans un pays neutre, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, ou alors pourquoi pas Trump viendrait en Russie, à Vladivostok ou à Moscou, pour rendre la politesse que Vladimir Poutine lui a fait à Anchorage en août dernier. Voilà, c'était aussi une raison qui était assez bizarre. Et puisqu'on parle de Budapest, il faut souligner la visite précisément à Viktor Orban d'Alice Weidel, qui est le chef de l'Alternative für Deutschland, donc qui est le parti nationaliste allemand, qui est venu pour le soutenir, puisque évidemment tout de suite ça a été une levée de bouclier. On a eu notre Jean-Noël Barrot, notre psycho national, qui immédiatement a voulu mettre des conditions, etc. Il ne faut pas, il faut que ce soit pour la trêve sur la ligne de feu, la ligne de front, etc. Donc elle est allée apporter son soutien. C'est important dans la mesure où l'AfD est en train de monter en Allemagne, et on va sans doute voir ça dans les élections, dans les futurs Länder. Ça peut même créer un problème à l'intérieur de la CDU-CSU, le parti de centre-droit allemand, puisque Merz a dit qu'il ne voulait aucune alliance avec l'Alternative für Deutschland. Donc à mon avis, il va y avoir ça va bouger dans certaines régions en Allemagne. Voilà, donc en tout cas, comme on l'a déjà souligné, c'est à l'Europe de l'Est qu'il y a une véritable dissidence à l'intérieur de l'Union européenne, et c'est vers ces pays-là, même s'ils sont d'ailleurs relativement petits, avec une population assez réduite finalement, comme leurs chefs d'État veulent exercer la souveraineté en Hongrie, en Slovaquie, on espère bientôt en Tchéquie. On va observer ce que va donner l'arrivée au pouvoir du nouveau parti, et de Babiš, dont on a parlé. Eh bien, c'est de ce côté-là qu'il faut se tourner. Dernière information politico-diplomatique, eh bien, il y a eu des manœuvres nucléaires des deux côtés, un côté de l'OTAN et puis également du côté russe. Donc on a vu quelques départs de missiles, notamment le Yars, qui est leur dernier missile intercontinental.
C'était intéressant. Bon, il n'y a rien de spécial là-dessus. Ça fait partie de la dissuasion de faire des manœuvres de dissuasion nucléaire. Et évidemment, étant donné les circonstances actuelles, c'est normal qu'on en fasse des deux côtés. Terrorisme maintenant, et commençons par une bonne nouvelle. La centrale nucléaire d'Energodar est de nouveau reliée directement au système électrique extérieur. Il n'y a plus besoin d'utiliser les générateurs diesel. On se souvient que suite au tir terroriste otano-kievien sur les systèmes d'alimentation électrique qui est nécessaire pour le refroidissement du réacteur, d'après ce que j'ai compris, eh bien, il y avait eu un risque évidemment de problèmes plus graves, même si la IEA avait quand même tempéré en disant que avec ces générateurs diesel, il y avait de quoi tenir une vingtaine de jours. Donc là, une fois de plus, le rôle de l'AIEA a été important. Les affaires étrangères russes ont dit qu'ils avaient reçu des garanties des Ukrainiens. Donc évidemment, ces garanties, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on s'imagine qu'ils ont promis de ne plus tirer sur la centrale nucléaire, ce qui serait pas mal. Après, est-ce que ce sera respecté par les différentes unités qui composent les forces otano-kieviennes? On sait que les milices bandéristes font à peu près ce qu'elles veulent. Ça, l'avenir nous le dira. Terrorisme toujours, et 3 raffineries dans 3 pays d'Europe de l'Est différents eh bien, ont été attaquées par des actes terroristes, donc en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, a priori, aux dernières nouvelles d'hier. Alors, je n'ai pas encore vu exactement ce qui s'était passé en Slovaquie, mais ce qui est clair, donc, ce sont des actes terroristes, et je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne pense pas que ce soit les Ukrainiens, ou peut-être que les exécutants sont ukrainiens, mais les décisions ont été prises, je pense, à Londres, par le MI6, ça, comme l'a dit d'ailleurs sur son canal X Sylvain Ferreira, qu'il mettrait un billet sur le MI6, et je suis assez d'accord, c'est tout à fait le genre des Anglais, et d'autant plus qu'une des raffineries qui a été touchée appartient à Lukoil, la compagnie russe qui est tombée sous les sanctions anglaises et américaines cette semaine. Donc voilà, ça veut dire que Londres est prête à tout, ça veut dire que Londres est aux commandes et qu'aujourd'hui la stratégie anglaise, c'est-à-dire celle de l'OTAN, c'est de bombarder le territoire russe dans la profondeur, n'importe où, n'importe quoi, et y compris d'agir sur le territoire européen chez les pays qui sont les clients de la Russie. D'ailleurs, européens, ça peut-être même dans d'autres pays, l'avenir nous le dira. Vous avez eu des déclarations. On avait parlé notamment la dernière fois du ministre des Affaires étrangères Sikorski qui a dit qu'en fait l'Ukraine devait tenir encore 3 ans. Donc, et ça, ces 3 ans ont été également annoncés par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. Donc l'idée, c'est de voler les actifs russes pour financer la guerre, pour que Kiev puisse encore tenir 3 ans, en espérant qu'en accumulant ces actes de terrorisme à l'intérieur du territoire russe et sur les territoires des pays clients de la Russie, eh bien, ça fasse plier la Russie. Ce qui est d'ailleurs totalement délirant du point de vue stratégique. Mais bon, visiblement, c'est la doctrine qu'ils veulent suivre, et le terrorisme désormais est quasiment la doctrine officielle de l'OTAN contre la Russie. Terrorisme toujours, je vous avais parlé la semaine dernière du maire d'Odessa qui avait perdu sa citoyenneté ukrainienne sous une fausse accusation qu'il avait la citoyenne russe. Ça n'avait pas pu être prouvé, c'était des faux qui avaient été montrés par la police politique otano-kievienne, le SBU, et donc comme j'avais expliqué, il s'agit de préparer les élections et de tenir ces villes russes, en y mettant une administration militaire. Donc ça existe déjà. Marchenko, le copain d'Henri Lévy, je l'avais expliqué la dernière fois. Et donc en évacuant la classe politique locale. Et on a appris qu'à la place de Trukhanov, eh bien, Zelensky avait nommé un certain Sergueï Lysak. Alors c'est un skinhead, il y a qu'à voir sur sa tête. Donc il est connu depuis 2014. Il a torturé, tué dans le Donbass de 2014 à 2017. Ensuite, il est parti à Dniepopetrovsk, où là, en plus, il s'est lié avec la mafia locale. Dniepopetrovsk est une ville très mafieuse depuis toujours. Et là, donc, il a été nommé à Odessa. Donc, ça montre bien le virage de plus en plus répressif que va prendre le régime otano-kievien. Et la dépendance mutuelle. Vous avez d'un côté un ex-président kievien, donc Volodymyr Zelensky, qui a besoin des néo-nazis, des bandéristes ukrainiens pour tenir le pays. Et vous avez en même temps, d'un autre côté, les néo-nazis bandéristes ukrainiens qui ont besoin de Zelensky parce que rien ne dit que si un nouveau président est élu, eh bien, il aura les mêmes accords avec ces gangs que Zelensky. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, toujours dans la rubrique terroriste. Tous ces gens-là, quand la Russie aura nettoyé l'Ukraine, vous allez les voir arriver en Europe. Et là, on va s'en souvenir.
Et d'ailleurs, au lieu de nous parler de l'invasion russe dans 4 ans, l'invasion qu'on va avoir, et c'est dans bien moins que 4 ans, ce sera l'invasion de toutes ces bandes armées qui ont été élevées dans la guerre pendant des années contre la Russie et qui vont aller se venger d'avoir été abandonnées par l'Union européenne dans précisément les pays européens. Terrorisme enfin, le polono-terrorisme continue, on en avait parlé, toujours le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, donc marié à Madame Applebaum, une militante russophobe, journaliste américaine. Donc on se souvient que la dernière fois on avait évoqué le fait qu'il avait justifié la destruction de Nord Stream, qu'il considérait que c'était tout à fait légitime. Et donc, d'ailleurs, il refuse la Pologne refuse que l'Ukrainien soupçonné soit renvoyé en Allemagne, extradé en Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'il refuse? Parce qu'évidemment que cet Ukrainien n'a rien fait et que devant un tribunal allemand, ça va se voir. Donc, le mieux, c'est de continuer sur ce narratif que c'est des Ukrainiens qui ont fait un pari à bord d'un yacht un soir de cuite, d'aller faire sauter Nord Stream. C'est à peu près ce qu'on essaie de nous expliquer. Et que c'est pas les États-Unis, et que c'est pas la Norvège, et que c'est pas l'Angleterre, parce que là aussi, le chef des services secrets, Narychkin, des services secrets russes, a dit que l'Angleterre avait pris parti à cette opération de terrorisme sur des infrastructures civiles dans laquelle la France avait mis $1 milliard par Engie, rappelons-le. Et toujours dans ce même ordre, le djihadiste polonais Radosław Sikorski a annoncé qu'il espérait que les Ukrainiens allaient utiliser des drones polonais pour détruire l'oléoduc qui amène le pétrole russe à la Hongrie en passant par l'Ukraine. Voilà où en est l'hystérie à l'intérieur de l'Union européenne. Et comme d'habitude, en Pologne, la Pologne est sans doute le pays aujourd'hui le plus dangereux pour la stabilité européenne, parce que contrairement au nano-État balte, il y a quand même une certaine masse démographique, économique, et puis un pouvoir de nuisance qui est extrêmement inquiétant pour notre continent. C'est malheureusement pas la première fois dans l'histoire. Armement maintenant, et la Russie continue à innover en matière de bombes planantes. Je rappelle, la bombe planante, ce sont des bombes qui sont larguées en arrière de la ligne de front, très en arrière, plusieurs kilomètres en arrière pour pas que les avions soient touchés par les systèmes anti-aériens. Et donc cette bombe dérive avec un aileron et un capteur GLONASS, c'est un capteur GPS. Donc ça lui permet de diriger très précisément et d'envoyer des bombes de 250 kg à 3 tonnes. Donc c'est énorme et surtout ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à la production. On n'est pas dans du Storm Shadow, du Scalp, qui coûte $1 million pièce. Donc les Russes l'utilisent énormément. Ça a été un facteur d'accélération de la progression russe. Et là, les Russes continuent à progresser. Désormais, ils ont rajouté un booster, en fait, un petit moteur à réaction derrière, pareil, qui coûte rien, et qui permet donc à ces bombes d'être larguées à 200 km de la cible, c'est-à-dire encore plus en retrait de la ligne de front et d'atteindre très profondément à l'intérieur du territoire russe. On en a aussi déjà parlé, c'est-à-dire que maintenant vous avez des villes qui se croyaient à l'abri, qui se prennent des bombes pour l'instant c'est 250 kg, mais on imagine que les Russes vont développer des systèmes équivalents sur les bombes de 1,5 tonne, 3 tonnes. Voilà. Donc là les Russes ont fait un très très gros progrès et ils continuent à exploiter leur totale supériorité aérienne. D'ailleurs, on n'entend plus parler des F-16, des Mirages magiques, etc. À côté de ça, on a eu une déclaration intéressante du député bandériste donc de la Rada, le Parlement ukrainien, Kostenko, qui a révélé que l'annonce de Zelensky que l'Ukraine allait pouvoir produire 3000 missiles de croisière par an, c'était du grand n'importe quoi, il a expliqué que l'Ukraine en était absolument incapable. Ça aussi, on vous l'avait dit. Donc la seule solution, c'est que ces missiles soient fabriqués ailleurs et donnés à l'Ukraine. Mais là encore, qui va payer? On revient toujours là, qui paye? Dernière nouvelle sur l'armement, un Lancet russe a de nouveau détruit un César français qui était livré par la France. Donc on en est à 2 en 2 semaines. Donc ça veut dire que visiblement, encore une fois, les systèmes d'observation du champ de bataille dans la profondeur russe fonctionnent de mieux en mieux et que même un canon qui peut tirer jusqu'à 40 km de distance n'est plus à l'abri. Donc ça aussi, j'espère que ça va provoquer une réflexion sur l'utilisation de l'artillerie française au sein du ministère de la Défense français. Mais quand je vois ce qui nous sortent régulièrement nos gamelins qui dirigent notre armée, je me pose des questions. Nous verrons. Empire du mensonge maintenant. Vous avez été plusieurs à m'envoyer cette interview de Frédéric Ancel. Donc Frédéric Ancel, alors c'est pas un gamelin de plateau parce que c'est pas un militaire, c'est plutôt du Radio Paris et vous m'avez demandé ce que j'en pensais. Bon, c'est nul honnêtement, je l'ai mis à vitesse x2, mais c'était d'un ennui. Il y a rien à dire en fait, c'est du LCI.
Ces considérations sont complètement fumeuses. Voilà. Bon, en fait, je n'ai pas trop compris pourquoi on m'a fait suivre à plusieurs fois cette interview. Je pense que son bouquin, là, la seule chose qui est vraie, c'est que la guerre nucléaire n'aura pas lieu parce que précisément, il y a des armes nucléaires. Donc voilà, c'est la vertu rationalisante de l'atome. Comme disait Jean-Paul Sartre, avec l'arme nucléaire, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort, et finalement tout le monde en est bien conscient, et quand cette guerre sera terminée par la victoire russe, on s'apercevra que si ça n'a pas basculé dans la Troisième Guerre mondiale, c'est précisément grâce aux armes nucléaires. Cette semaine, en revanche, on a un vrai gamelin, et c'est le nouveau chef d'état-major de l'armée française, le général Fabien Mandon, qui s'est fendu d'une déclaration sur la guerre à venir contre la Russie. Écoutons-le. Donc on a des armées très conscientes, très prête, mais malgré tout, la perception aujourd'hui de la Russie, c'est que l'Europe collectivement est faible. Donc moi, le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. J'ai cru qu'il allait s'évanouir avant la fin de sa phrase. C'est le genre de chef charismatique qu'on donne aux soldats français. Alors en même temps, je pense que les Russes, de leur côté, doivent être rassurés. C'est le problème aussi d'avoir un aviateur comme chef d'état-major de l'armée. Il vaut quand même mieux un chef de section d'infanterie ou de cavalerie, ou je sais pas, même un marin, à la limite, quelqu'un qui a commandé à des hommes, en fait, au moins à l'entraînement. Sur le champ de bataille, il faut pas trop en demander à l'entraînement. Donc voilà, on a cette espèce d'ectoplasme qui remplace Gamelin-Bucard, qui était d'une nullité affligeante, qui avait même du mal à parler français. Lui, encore une fois, on a l'impression qu'il va s'endormir s'il s'énerve. Bref, lamentable. Mais tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Et le moment bunker, c'est Jean-Noël Barrot, écoutons-le. Le régime de Vladimir Poutine est en échec, militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien. Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint 1/5 de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Donc Jean-Noël Barrot nous refait le numéro des 1% du territoire ukrainien qui ont été pris depuis le mois de novembre. Non, la Russie, aujourd'hui, contrôle 20% du territoire ukrainien, entre 117 000 et 130 000 km² selon la manière dont vous comptez. Donc c'est pas 1% du territoire. Si la guerre s'arrêtait maintenant, c'est comme si la Russie s'était emparée en gros d'un quart du territoire français. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Puis évidemment, on a déjà parlé, cette idée que l'économie russe est sur le point de s'écrouler. Je peux vous assurer, venez à Moscou, venez voir, hein, encore une fois, venez voir, vous ouvrir un compte en banque en Russie. Ici, il y a de l'avenir, beaucoup plus que la France, à laquelle Moody's devrait prochainement enlever son deuxième A. Donc, encore une fois, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est de la propagande? Je pense que le niveau de la Macronie est quand même extrêmement bas, donc je pense réellement, finalement, qu'il croit à ce genre d'ânerie. Et c'est ça qui est grave, en fait. Si au moins il nous mentait. Non, il est profondément stupide, comme la plupart des ministres, voire la totalité des ministres de la Macronie. Considération militaire générale maintenant, et de nouveau, il y a eu des échanges de corps entre les corps des soldats ukrainiens et les corps des soldats russes. Et donc cette fois, 1000 corps ukrainiens ont été échangés contre 31 corps de soldats russes. Il y a toujours ce rapport absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un point sur ces différents échanges qui ont eu lieu. Alors, essentiellement, ça a commencé, je crois, en 2023. À l'époque, d'ailleurs, les Russes avaient récupéré un peu plus de corps que les Ukrainiens. Puis rapidement, ça a été l'inverse. Et maintenant, c'est tout simplement faramineux. Et comme on le voit sur ce tableau, depuis que les échanges ont augmenté suite aux rencontres à Istanbul, hein, les Russes ont rendu 39 fois plus de corps que les Ukrainiens. Ça donne une idée, sans que ce soit à 100% correspondant, mais ça donne tout de même une idée du ratio entre les pertes otano-kieviennes et les pertes russes. Et pour les Russes, évidemment, c'est franchement rassurant, pas pour Kiev, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a annoncé aux familles qu'il faudra attendre 3 ans avant d'être dédommagé, parce que là aussi, il faut payer et il n'y a plus d'argent. Et l'Union européenne est prête à payer pour que les Ukrainiens continuent à se faire tuer sur le front, mais pas pour dédommager les familles. Après, ça c'est aussi
aux Ukrainiens de se réveiller. Alors ça commence un petit peu, mais visiblement, bon, après le régime est une dictature, donc c'est pas facile non plus de se soulever. Hein. Quand on voit l'espèce de skinhead qui est arrivé à la tête d'Odessa, évidemment que les gens hésitent à deux fois. Ces pertes colossales ukrainiennes sont dues principalement à la puissance de feu russe dans la profondeur du champ de bataille, profondeur immédiate et profondeur plus lointaine, et notamment sur le fait que les Russes sont très bien renseignés, les unités de renseignement russes fonctionnent très bien, le renseignement satellite fonctionne très bien, et donc les Russes ont repéré, on l'a dit, les différents centres d'entraînement, et comme il y a un effondrement du professionnalisme dans l'armée ukrainienne, ils vont toujours s'entraîner au même endroit. C'est ce que j'avais expliqué, et c'est là où, évidemment, tout d'un coup, vous perdez 200, 300 hommes, parce qu'il y a un missile Iskander, parce qu'il y a une bombe planante qui s'abat sur ces malheureux en train de s'entraîner. Et c'est ce que nous avons expliqué sur Stratpol. Et ce qui est intéressant, c'est que cette députée, Madame Surokhod, donc de la Rada, du parti de Zelensky, eh bien, c'est elle qui en a parlé, en soulignant l'amateurisme, finalement, du ministère de la Défense otano-kievien, puisqu'ils continuent à s'entraîner, y compris dans les polygones où ils se sont déjà fait détruire. Donc en fait, ils n'apprennent rien, effondrement global du niveau, et ça explique l'importance des pertes. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors, comme on l'a dit, frappe dans la profondeur du territoire européen, une usine touchée en Roumanie, une usine en Hongrie et a priori une usine en Slovaquie, hein, une raffinerie pour être plus précisément. Ce sont des raffineries qui ont été touchées. Les otano-kieviens ont également frappé dans la profondeur du territoire russe, donc ce sont des tirs anglais hein, vraisemblablement. Une usine de production d'explosifs à Tchelabinsk a priori a été touchée. Et également sur Bryansk, là également une usine a été touchée, mais là c'est pas du tout documenté. Donc c'est juste une affirmation de l'état-major kievien, donc à prendre avec circonspection. Et puis toujours des frappes sur la ville martyre de Belgorod, donc là on tire sur les civils tant qu'on peut. Ça ne pose aucun problème. Évidemment, les Russes, eux, ne se sont pas privés de riposter, donc il y a eu des frappes à peu près partout, des frappes sur Poltava, des frappes sur Pavlograd, hein, et alors ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des bombes planantes, c'est ce qu'on a expliqué, des frappes sur Kiev, qui a connu plusieurs blackouts, des frappes sur le pont, sur le port, sur le Danube à Izmail, c'est pas la première fois, et là, évidemment, ça va sans doute se multiplier. Donc, pour le régime de Kiev, évidemment, la crise énergétique cet hiver va être tout simplement catastrophique. Et revenons sur la ligne de front. Donc, on nous parle toujours de présence de soldats russes dans cette zone-là, au sud de la ville de Kherson. Mais, à mon avis, pour l'instant, c'est plutôt des unités de reconnaissance pour attirer des réserves ukrainiennes dans la région. Du côté de Zaporozhye, les Russes continuent à pousser en direction de Primorsk, à cet endroit-là, mais c'est surtout la triple offensive autour d'Orekhovo qui devient intéressante. Hein. Les Russes ont fait du Broussilov, c'est-à-dire ils ont profité du fait que cette zone-là du front était calme et que les Kieviens ont envoyé des renforts, ont prélevé des renforts ici pour les envoyer ailleurs, et bien pour lancer une offensive où on a vu, là encore une fois de plus, réapparaître la colonne d'assaut mécanisé, hein, c'est-à-dire en gros un char et derrière des véhicules bon marché qu'on peut voir détruits, qui transportent l'infanterie, la déposent et permettent d'avancer rapidement en utilisant les axes. Donc les Russes ont attaqué à partir de 3 directions, à partir de Malaya Tokmachka, dont ils se sont quasiment totalement emparés. Ils ont également a priori pénétré dans Novodanilovka et dans Novo-Andreevka. Donc là, ça devient problématique pour ce bastion qui est Orekhovo. Hein. Rappelez-vous, ces punaises-là, je les ai mis fin 2022. Et tout ça, évidemment, s'inscrit dans l'offensive plus globale en direction de Zaporozhye par l'Est, qui vise aussi à s'emparer du bastion de Gouliapol. Et là aussi, une fois de plus, c'est là que les Russes sont le plus avancés. La localité de Poltavka a été prise, celle d'Okhotnicho aussi, celle de Novo-Mikhailovka aussi, celle de Novo-Vassilevka aussi, Pavlovka aussi est tombée, Privilny ne devrait pas tarder, et les Russes ont également sensiblement avancé en s'emparant de la localité de Zlagoda, de Privilia ici, et sont rentrés dans Vishnovo, à cet endroit-là. Donc comme on le voit là, rien ne semble pouvoir arrêter l'offensive russe. Les Russes, le ministère de la Défense russe a annoncé la prise d'Ivanovka ici, et a priori il serait rentré dans Novopavlovka, hein, qui, comme on l'a dit, serait la première grande localité dont les Russes s'empareraient dans la région de Dnepropetrovsk, qui elle aussi fait partie de la Nouvelle-Russie, même si elle n'est pas encore revendiquée par Moscou.
Les Russes ont également progressé vers l'ouest à partir d'Udachnoe ici et se sont emparés de la localité de Molodietskie ici. Et ils poussent vers le nord, vers le 50. Le chaudron de Pakrovsk-Mianograd est en train de se refermer. Les Russes sont largement avancés à l'intérieur de la ville de Pakrovsk et ils sont rentrés dans Mianograd et se sont emparés de la localité de Promine à cet endroit-là. Plus au nord, Kiev continue à annoncer des contre-attaques dans cette zone-là, la percée russe du mois d'août, mais les cartographes sont extrêmement prudents puisque l'état-major kievien raconte n'importe quoi sur cette zone-là depuis le début. En revanche, les Russes, eux, ont largement progressé en direction de Charkovo, à cet endroit-là, et donc la localité est presque entièrement libérée. À suivre. Plus à l'est, eh bien, c'est le combat pour Konstantinovka. Les Russes ont liquidé la localité de Plechovka ici et sont également, ça a été confirmé, ont également pénétré à l'est de Konstantinovka. Donc la bataille de Konstantinovka a réellement commencé. Plus au nord, pas de nouvelles autour de Seversk. En revanche, autour de Liman, eh bien, là, les Russes ont commencé à la troisième bataille de Liman, on peut le dire pour de vrai. Les premiers éléments de reconnaissance sont arrivés à l'est de la localité, en profitant de la densité forestière. À cet endroit-là, les Russes ont pénétré dans Stavka, ici, et donc a priori, dans les jours qui viennent, ils devraient liquider les dernières résistances ottano-kieviennes. À l'ouest de Liman et de la rivière Oskol, les Russes ont pénétré à l'intérieur de la localité de Yarova et les unités de reconnaissance russes sont présentes dans la direction de Korovi Yar depuis le début maintenant. Du côté de Kupiansk, donc les combats continuent pour le sud de Kupiansk. Ce sont les Russes qui ont l'initiative, mais c'est très dur. Il y a toujours un risque de contre-offensive ottano-kievienne dans cette direction-là. C'est ce que redoute Yuri Podolaka. En revanche, les Russes en profitent pour avancer à l'est de la rivière Oskol. Ils se sont emparés de la localité de Peshané à cet endroit-là, puisque là, en ce moment, les troupes ottano-kieviennes essayent désespérément de franchir l'Oskol pour ne pas se faire enfermer dans ce grand chaudron qui est en train de se préparer. Donc ça ressemble de plus en plus à une panique. Les Russes avancent également au sud de la ville de Volchansk et sont rentrés dans la localité de Sinkovo, ici, à cet endroit-là. L'idée, c'est évidemment une grande pince qui partirait de Kupiansk et de Volchansk à cet endroit-là. On l'avait dit la dernière fois, les ottano-kieviens essayent de reprendre la localité d'Alexeyevka. Eh bien, ça a échoué. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 23 octobre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux pour nous suivre. J'ai vu que vous êtes maintenant plus nombreux à les regarder sur Rumble, un peu moins sur Odyssey. Quoi qu'il arrive, inscrivez-vous sur tous nos réseaux sociaux, faites tourner les vues, et puis Telegram, on continue à baisser sur Telegram, alors pas énormément, mais je m'explique pas pourquoi, donc faites suivre nos contenus, il y a beaucoup de contenus que nous mettons sur Telegram, et pour que ils soient de plus en plus regardés, et puis inscrivez-vous sur notre canal X, nous sommes bientôt à 110 000 adhérents, vous êtes nombreux à me demander, ma chaîne YouTube, je ne sais pas, mais pour l'instant je n'ai pas reçu un avis négatif, donc il faut être patient, mais il y avait beaucoup de vidéos dessus, donc je pense que c'est ça aussi qui fait perdre du temps. Une dernière nouvelle sur la vie des catholiques en Russie. Alors tout d'abord, le pape Léon XIV a reçu des pèlerins catholiques russes à Rome récemment, et ça me permet de revenir vers vous. Je suis désolé, c'est encore pour faire appel à votre générosité, mais donc désormais, les catholiques des nouvelles régions russes sont sous l'autorité de l'évêché de Simferopol, en Crimée. C'est-à-dire que du Donbass, passant par Kherson et Zaporozhye, eh bien, tous les catholiques qui habitent dans ces contrées sont sous l'autorité de Simferopol, de l'évêque de Simferopol, et les catholiques criméens sont en train de construire une église à Féodosia, et ils ont besoin de dons. Donc vous pouvez en faire un don à l'église de Saint-Louis des Français en précisant bien construction d'une église. Voilà. Donc je mettrai les coordonnées en description de cette vidéo. Voilà, merci d'avance, et puis n'oubliez pas de prendre des cours de russe avec notre partenaire Logios et de venir nous visiter sur Divergence Service. Voilà. Tout est en description de cette vidéo. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. En tout cas, sur le front, économiquement, on voit que la Russie tient bon malgré les sanctions. Donc, courage, tenez bon, on les aura.